Marie-Laure Saillard, bonjour. Ravi et merci de venir pour ce J'irai tweeter de chez moi. En deuxième confinement, en confinement un petit peu allégé. Donc, tu es la dirigeante de MedDocteurs, une plateforme de téléconsultation. C'est un peu votre année. Tu es aussi la vice-présidente du LET, les entreprises de la télémédecine. Et d'ailleurs, félicitations, tu viens d'être réélue lors de l'Assemblée générale récemment, à nouveau vice-présidente de l'association en charge des affaires publiques. Vous avez été créée en janvier 2019. En septembre 2019, vous appeliez à une ouverture, à un développement de la télémédecine. On vous a entendu, 2020, ça a été l'explosion. Alors, je ne sais pas si vous avez espéré de vos voeux le Covid, je ne crois pas, mais en tout cas, ça a été l'année de réalisation. Alors, tout d'abord, MedDocteurs, est-ce que tu peux nous présenter la plateforme, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, MedDocteurs, c'est un opérateur de télémédecine. La date de création, c'est 2015. Donc, on est presque un historique dans le marché. Ça fait 5 ans, c'est presque énorme. Donc, MedDocteurs, opérateur de télémédecine. Avec un certain nombre de services qui permettent aussi bien d'apporter de l'immédiateté dans l'accès à un médecin que d'apporter des outils à destination des professionnels de santé. On parle beaucoup des médecins, mais nous, on croit beaucoup aussi à l'organisation du parcours avec les pharmaciens, les infirmiers. Et donc, on est en train de développer vraiment tous les usages, tous les services qui permettent deux choses, en fait. C'est notre ADN chez MedDocteurs. La première chose, c'est vraiment favoriser l'accès aux soins. Et l'accès, il est compliqué pour des raisons économiques. La première raison de renoncement aux soins, c'est une raison économique. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle l'électronisme. 16% des Français ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc, on développe aussi des solutions, notamment avec de la téléconsultation assistée par un infirmier ou par un pharmacien, qui permettent, au-delà d'apporter Internet et la fibre ou la 4G parfois, aussi d'accompagner les patients. Et puis, bien sûr, l'accès, c'est aussi la problématique de la démographie médicale. Et donc, nous, on organise la possibilité de renforcer les équipes médicales sur les territoires avec des médecins avec lesquels on est en partenariat, donc pour renforcer évidemment le temps médical disponible, pas du tout pour le remplacer. On est absolument convaincu que la médecine à distance vient en complément d'une offre de soins en présentiel, aussi bien en termes de répartition sur le territoire qu'en termes d'usage. Si on prend un usage très simple, quand on est malade chronique, on voit bien l'intérêt à avoir un suivi parfois à distance avec son médecin pour un renouvellement d'ordonnance ou pour un suivi, et ce qui n'empêche absolument pas, évidemment, d'avoir de temps en temps, et c'est utile, une rencontre en présentiel avec son médecin. Donc, on est vraiment sur cette dimension de l'accès, et on veut être vraiment aussi un acteur au service de la transformation en fait du parcours de soins. C'est pour ça qu'on est très engagé aussi auprès des équipes du volet du numérique Ma Santé 2022, parce que au-delà de brancher un tuyau en période de crise sanitaire, ce qui est important et ce qui se joue ensemble aujourd'hui grâce à la télésanté, à la télémédecine, c'est vraiment d'optimiser ce parcours de soins et l'accès aux soins pour tous. Alors justement, tu l'as bien dit, cette période a révélé l'usage de la télémédecine, je dirais quelque part par obligation, presque une médecine de guerre. Parfois, on dit comment tu vois justement cette année particulière? Est-ce que c'est une année tournant et c'est que ça y est, ça s'inscrit pour la durée et c'est là pour rester? Ou est-ce qu'au contraire, il faut être vigilant? Comment tu vois la télémédecine perdurer après le Covid? Alors, c'est exactement la bonne question, en fait. Ce que le Covid nous a permis, c'est que tout d'un coup, à 6 mois des premières manifestations de la crise, c'est que 20% des Français, un Français sur 5, a déjà fait de la téléconsultation et 75% pardon, des médecins ont déjà fait de la téléconsultation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le grand bain, dans l'urgence, patients comme médecins s'y sont plongés alors qu'il y avait beaucoup de réticences. Donc ça, on le sait bien, dans les nouveaux usages, c'est hyper important le déclencheur. La difficulté, d'ailleurs, je ne sais pas si quand on écoutait le professeur Salomon tous les soirs, il rappelait qu'il fallait éviter d'aller dans les cabinets médicaux et qu'il fallait utiliser la téléconsultation. Alors ça, c'est super parce que ça a provoqué ce que je disais à l'instant. Voilà, tout le monde s'est mis dans le grand bain, tout le monde a essayé et avec des taux de satisfaction. D'ailleurs, si on regarde la dernière étude Odoxa,
que ce soit les patients ou les médecins, à plus de 70%, ils sont très heureux et très satisfaits de ce qu'ils ont vécu. Donc ça, c'est la phase positive. Effectivement, il y a eu un enclenchement. Et puis, tout le monde a parlé de télésanté, tout le monde a parlé de télémédecine. Il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées. Des collaborations aussi avec notamment les instituts de recherche. Nous, on remonte des données à l'Institut Pasteur dans le cadre de la lutte contre la pandémie et puis de la compréhension aussi de la maladie. La difficulté de ça, c'est le risque d'associer la télémédecine à une médecine de guerre, comme tu le disais, ou à une médecine d'exception et de gestion de crise sanitaire. Et si on s'en arrête là, c'est extrêmement dommage. Pourquoi c'est dommage ? La première chose, c'est que ça peut être perçu comme une contrainte et que la santé à distance, c'est une contrainte et ce n'est pas porteur de valeur. La deuxième chose qu'on voit, si on regarde un petit peu en comparaison d'autres pays, dans les pays un peu matures en télémédecine et en télésanté, le distanciel représente à peu près 20% des actes médicaux. Si on regarde les chiffres actuels de la téléconsultation par rapport aux consultations en présentiel, ça représente entre 5 et 7%. Donc, on voit bien que même s'il y a un usage de crise, on n'est pas, même d'un point de vue de chiffres, du tout sur un impact réel sur le parcours de soins et le parcours de santé des Français. Donc oui, aujourd'hui, tout le monde s'est plongé dedans. Si on en reste à c'est un usage pour gérer les crises, on ne va jamais tirer les bénéfices de la télésanté, on ne va jamais imaginer les bons parcours pour intégrer la télémédecine dans le parcours de soins vraiment de manière ancrée et en apportant de la valeur ajoutée. Donc oui, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, qu'il faut continuer à construire les choses, pas juste en mode j'ai accès à un médecin parce que j'ai pas envie d'attraper le virus, pas en mode non plus des médecins qui le font aussi pour éviter que leurs patients se déplacent à leur cabinet, mais vraiment en mode comment j'apporte de la valeur ajoutée et que je libère du temps médical et que j'apporte aussi de la valeur ajoutée dans la coordination entre les acteurs de soins. Là, on est encore en mode extrêmement siloté. D'ailleurs, les téléconsultations dont on parle, aujourd'hui, fin novembre, on était à 500 000 téléconsultations par semaine, donc on a vraiment passé un cap. Mais pour autant, c'est très majoritairement une téléconsultation entre un médecin et son patient. À plus de 80% des cas, c'est un médecin généraliste qui fait une téléconsultation. Or, on voit bien tous les bénéfices, notamment si on prend un parcours tout simple, qui a du sens en plus au niveau de l'économie générale du système de santé, c'est par exemple la post-hospitalisation. Là, clairement, de renvoyer, entre guillemets, le patient chez lui parce qu'il est bien mieux et de faire son suivi à distance, ça fait beaucoup de sens, aussi bien au niveau du confort, je dirais, du patient, qu'aussi bien en termes d'économie générale du système de santé. Et on n'en est pas encore du tout là dans les usages aujourd'hui. Et est-ce que justement, les récents accords conventionnels ou dans le cadre de Ma Santé 2022, est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a je dirais des opportunités de voir cette télémédecine s'inscrire dans un parcours plus ancré? Alors, Ma Santé 2022, malgré la crise, malgré les bouleversements, a continué à tenir son rythme. Et Dieu sait que ce rythme était extrêmement ambitieux. Et ça, c'est une condition incontournable pour réussir justement à ancrer les usages. Parce que c'est quoi le volet numérique de Ma Santé 22? Ça repose essentiellement sur l'interopérabilité. Alors, c'est un gros mot peut-être, mais c'est assez simple à comprendre. C'est que on était en train de reproduire une forme de silotage du numérique comme on a un silotage de l'offre de soins. C'est-à-dire que les systèmes d'information ne se parlaient pas entre eux et que du coup, à chaque fois qu'on avait affaire à un opérateur différent, on n'arrivait pas à consolider les données ou à transmettre des données. Donc là, très clairement, le volet numérique Ma Santé 2022 qui va avoir des réalisations très concrètes en 2021 et dès 2022, comme son nom l'indique, ça va permettre justement de favoriser tous ces usages-là, toute cette interconnexion entre les systèmes d'information au plus grand bénéfice aussi bien des médecins que des patients. Donc ça, sur la dimension technologique, on avance à grands pas. C'est vraiment piloté de main de maître par l'équipe de Dominique Pont et Laura Letourneau. Il y a des gens vraiment extraordinaires qui pilotent Convergence et vraiment en associant les industriels. Et donc, ça fait vraiment l'objet de consensus. Et donc, d'ici un an et demi, on n'aura plus toutes ces difficultés liées au silotage des systèmes d'information. Il y aura un identifiant national de santé unique et donc on pourra identifier le patient. Bien sûr, tout ça en respectant toutes les normes du RGPD. Donc, vraiment sur la
dimension sécuritaire, sur la dimension technologique, on est en train d'accélérer et on a vraiment de très bonnes bases pour bien travailler. Après, sur la dimension conventionnelle et sur la dimension plus métier, je dirais, de la télésanté et de la télémédecine, là, on sait bien que déjà le processus qui est celui des négociations conventionnelles est forcément un peu plus lent. Enfin, je veux dire, c'est pas un jugement, c'est pas faire offense aux partenaires que de dire que forcément, puisqu'on doit sur chaque cas aller échanger avec les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les sages-femmes et autres. Donc, le temps est forcément un peu plus long. Et on sait qu'il y a encore un certain nombre de freins au déploiement d'un cadre qui serait à la fois beaucoup plus stabilisé, parce qu'aujourd'hui, on souffre énormément en télémédecine d'avoir un cadre qui n'est pas du tout stabilisé. Et ça, c'est donc le premier frein. Et le deuxième frein, il est pallié tant à la télémédecine que aussi aux sous-jacents qui sont la coordination. Aujourd'hui, il y a des projets de services d'accès aux soins pour le premier recours sur les territoires qui nécessitent, on le sait bien, une organisation concertée entre la médecine de ville et les hôpitaux. La télémédecine va être en support de tout ça. Mais encore faut-il que ces organisations-là se fassent. Et donc, c'est un temps qui est beaucoup plus long. Et tant on laissera la télémédecine un peu dans un no man's land réglementaire, puisqu'elle ne fait pas partie aujourd'hui du paysage. Quand je dis elle ne fait pas partie du paysage, c'est que dans le parcours physique entre un patient et un médecin, il y a le parcours et le hors parcours, avec des financements qui sont très clairs. Quand on est dans le parcours de soins, c'est pris en charge à 70% par la Sécu et ensuite à 30% par les complémentaires santé. La télémédecine, quand elle est dans le parcours de soins, en ce moment, elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Et quand elle n'est pas dans le parcours de soins, la sécurité sociale n'intervient pas du tout. Donc, nous, ça fait partie des choses qu'on a... sur lesquels on a milité avec le LET, notamment pendant toute la période du PLFSS pour l'année à venir, c'est de dire, mais en fait, on ne cherche pas un statut particulier, on cherche juste à s'inscrire dans les pratiques. Et donc, de la même manière, sur les négociations conventionnelles et autres, je pense qu'il faut vraiment arriver à sortir des postures un petit peu de méfiance et arriver à identifier les parcours sur lesquels ça fait du sens. Il faut qu'on rassure les professionnels de santé sur le fait qu'on n'est pas là pour les ubériser. On a encore eu ce genre de débat pendant les échanges sur le PLFSS, ce qui est complètement aberrant. Et donc, on a encore un effort, nous, entreprises de télémédecine, d'expliquer qu'on n'est pas là du tout pour ubériser. Les médecins qui font de la téléconsultation sont des médecins qui ont des cabinets libéraux. Par ailleurs, c'est les mêmes. Nous, on est juste là pour faciliter la mise en relation, faciliter la circulation des données au plus grand bénéfice du temps médical disponible et de l'accès aux soins. Donc, il y a encore un gros travail à faire pour identifier les parcours sur lesquels la télémédecine apporte de la valeur en soutien du parcours et n'est pas en remplacement. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre les parcours les uns après les autres, les professionnels les uns après les autres. Il y a une grosse ouverture grâce à la HAS sur le télésoin et ça nous paraît être un immense pas en avant. Aujourd'hui, la HAS a identifié toutes les professions qui étaient éligibles aux télésoins. En revanche, les négociations conventionnelles n'ayant pas encore abouti, on n'a pas les codes actes. C'est un exemple très concret de ce à quoi on est confronté au quotidien. C'est que pendant le Covid, les infirmières et les infirmiers ont eu la possibilité de se mettre au télésuivi infirmier pour les patients Covid. D'ailleurs, chez Mes Docteurs, on l'a mis en place tout de suite dès que ça a été possible. On a eu un code acte provisoire. Les kinés, les sages-femmes ont aussi envie de bénéficier de ces services-là. Et il n'y a pas encore de code acte, donc ils ne peuvent pas facturer leur acte. Donc, on est dans l'attente. Voilà, pour parler des méthodes et des négociations en cours. Donc, ça avance, mais ça prend toujours beaucoup plus de temps. Donc, les technologies vont être matures et prêtes. C'est en revanche quelque chose dont on peut se féliciter. Voilà, mais il y a tous les parcours à identifier maintenant. Ça laisse encore pas mal de travail. Justement, à propos de travail, chez Mes Docteurs, vous vous ennuyez puisque vous avez tellement bossé en 2020 que vous avez lancé en plus pas mal de choses. D'abord, il y a la grande campagne média qu'on voit aujourd'hui sur le web, notamment et dans la PQR avec Mes Docteurs sont là. Et puis, il y a avec Mon Doc, est-ce que tu peux nous parler de ces deux initiatives-là que vous avez lancées?
Alors, sur la grande campagne sur l'accès à la téléconsultation en 24/7, en fait, on s'est dit que c'était vraiment le moment d'expliquer aux Français qu'ils ont accès sans reste à charge et même sans rien à verser, puisque c'est pris en charge par leur complémentaire santé. Et donc, un Français sur trois aujourd'hui a accès à de la téléconsultation chez nous. Et il ne le sait pas toujours. Et donc, ça nous a paru important en sortie alors on n'est pas complètement sorti, on est encore un petit peu perturbé vers sa deuxième vague, mais justement pour donner le réflexe de la téléconsultation, de promouvoir certains cas d'usage qui ne soient pas liés exclusivement au Covid. Donc, typiquement, le cas d'usage, c'est que je suis en mobilité professionnelle ou vacances ou week-end. J'ai besoin d'un renouvellement d'ordonnance et mon médecin est bien sûr pas à côté de moi puisque je suis en déplacement, donc je peux avoir un renouvellement. J'ai mon bébé qui présente de la fièvre, on est dimanche, il est 22 heures, je peux avoir accès. Donc, l'idée de cette campagne, c'était vraiment d'ancrer le réflexe téléconsultation auprès du grand public qui ignore plein de choses, qui ignore souvent qu'il a accès à la téléconsultation sans débourser le moindre centime, et aussi de commencer à comprendre un peu les usages dans lesquels ça faisait du sens. Parce que très clairement, la téléconsultation à distance ne fait pas du sens pour tout et tout le temps, hein, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette grande campagne. C'est vraiment pour poser ces usages auprès du grand public et rappeler encore une fois, on a 25 millions de bénéficiaires de nos services, hein. Sur Avec mon doc, alors là, clairement, c'est une autre manière de faire de la téléconsultation. Là, Avec mon doc, c'est un outil qui permet aux professionnels de santé qui sont en exercice libéral ou exercice coordonné ou dans un centre de santé d'utiliser les usages de la télémédecine voilà, pour leurs propres bénéfices, pour leur propre patientèle. Donc, on avait déjà un outil qui permettait de le faire qu'on avait mis en place en 2019 et puis là, avec l'accélération des usages, avec des demandes de professionnels de santé qui se sont affinées en fait, hein, maintenant qu'ils ont fait les premiers pas, on s'est rendu compte qu'il fallait aller un cran au-delà, c'est-à-dire c'était très bien de permettre de faire de la visio entre un patient et un médecin, mais qu'il fallait aller bien au-delà et c'est pour ça qu'on est vraiment, là on a sorti un produit qui permet de faire vraiment de la gestion de patientèle pour permettre aux médecins de gagner du temps. Cette fameuse promesse de grâce à nous, vous allez gagner du temps médical, de simplifier la vie des médecins et de le simplifier quel que soit le cadre, c'est-à-dire que je sois à mon cabinet, que je sois à mon domicile, que je sois dans ma résidence secondaire, que j'ai plusieurs sites, c'est-à-dire que comme nous, on est vraiment en mode SaaS complètement, on a vraiment travaillé un outil qui est une UX extrêmement simple d'utilisation, qui soit extrêmement modulaire, c'est-à-dire qu'on peut utiliser chez nous la brique agenda, la brique téléconsultation, la brique prescription assistée avec de l'intelligence artificielle ou l'organisation des transports sanitaires. Donc, c'est vraiment modulaire et ça permet d'avoir l'accès à l'ensemble des données où qu'on soit en fait. Ce qui est une nouvelle manière de faire et du coup, on a renforcé effectivement considérablement l'offre à cet égard et effectivement, on a beaucoup bossé depuis mars, mais on l'a fait en plus en lien avec les partenaires et praticiens avec lesquels on travaille, c'est-à-dire qu'avec mon doc, sur la partie centre de santé, on l'a fait évoluer avec des centres de santé, donc on sait que ça correspond complètement à la pratique, c'est pas une vision théorique des choses, c'est vraiment confronté à ce qu'on a vécu depuis 6 mois. On le voit bien, on a vu des grandes plateformes de prise de rendez-vous aller vers la téléconsultation, on a vu des éditeurs de logiciels de cabinet aller vers la téléconsultation, et vous allez à la fois sur la prise de rendez-vous et sur la gestion de cabinet. C'est quoi l'avenir? C'est une grande plateforme autour du médecin pour lui apporter tous les services, tous les champs du possible? Alors, je pense que pour le médecin, effectivement, il faut arriver à apporter la souplesse, les usages. On sait bien en plus que les pratiques médicales vont beaucoup évoluer. Je n'aime pas trop stigmatiser les générations de médecins, mais très clairement, les jeunes médecins qui sortent de leurs études ont envie d'avoir plusieurs modes d'exercice et souvent avec d'autres. Hein. Et donc, les logiciels un peu classiques ne sont pas forcément super bien adaptés à ça. Donc, il faut que le médecin, l'infirmier, le médecin coordinateur d'un EHPAD, des SIAD, puissent avoir toujours les données des patients, quel que soit le lieu où ils exercent
la médecine ou le soin. Et donc, la vision, c'est effectivement de partager en fait les données du patient sous réserve qu'il a accepté de le faire. C'est toujours le patient qui donne son consentement, évidemment. Et pour les professionnels de santé, c'est effectivement d'avoir des outils extrêmement simples, hein, comme WhatsApp, puisque les médecins utilisent beaucoup WhatsApp en ce moment, et qui leur permettent d'avoir en revanche la dimension sécuritaire. C'est vraiment tout cet équilibre entre souplesse, flexibilité, mais sécurité maximale. Ça nous a un petit peu chatouillé les oreilles au niveau du LET et au niveau de mes docteurs quand on a autorisé les médecins à faire la téléconsultation par téléphone et par WhatsApp. Alors, on comprend que dans la panique, c'était mieux que rien. Il n'y a pas de débat avec ça. Mais quand on voit qu'à fin octobre, il y a encore 30% des médecins qui déclarent faire de la téléconsultation, qui utilisent le téléphone et 29% qui utilisent WhatsApp, là, on a vraiment des vrais problèmes pour, justement, on parlait tout à l'heure d'ancrer les usages de la télémédecine. Ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver parce que là, les données ne sont pas sécurisées et elles ne sont pas interopérables. C'est-à-dire, si on revient au sujet sur Ma Santé 2022, c'est que WhatsApp, ça reste propriétaire. Et donc, on ne va jamais pouvoir partager les données d'une consultation à distance dans le dossier patient si on utilise WhatsApp, hein. Donc, il faut vraiment qu'on y arrive. Et je ne prêche pas juste pour ma paroisse en tant qu'opérateur de télémédecine, c'est qu'il faut vraiment arriver sur cette architecture cible. Et donc, pour y arriver, il faut que ce soit simple pour les médecins. Ça, c'est juste la condition sine qua non. Et donc, la vision, c'est évidemment, mais ça reposera aussi sur des négociations conventionnelles. Et on voit en ce moment tout le débat autour de l'infirmière en pratique avancée, hein, qui fait très fortement débat, qui a été présenté comme une manière aussi de libérer du temps médical. Et on voit bien qu'il y a encore beaucoup de maturation à faire, mais c'est ça la médecine de demain et sur laquelle la télésanté va apporter des bénéfices, c'est la capacité à organiser autour du patient le partage d'informations au bon moment, à la bonne personne, et de pouvoir orienter dans le parcours. Et les professionnels de santé vont beaucoup y gagner parce que là, ils passent un temps administratif. C'est entre 20 et 30% de leur temps qui est consacré à l'administratif, aussi bien pour gérer les données des patients que pour les sujets de facturation. Et donc, nous, c'est notre boulot de faire en sorte que tout ça devienne simple, en fait, et fluide. Pour finir, Marie-Laure, les objets connectés dans tout ça, tout ce qui va nous permettre de capter de la donnée chez le patient, au point of care, comme on dit en anglais, quelle place ils vont avoir demain? Comment tu les vois dans ce parcours et dans ce métier de télémédecine? Alors, c'est vraiment majeur parce que la télémédecine, ça permet deux choses. Ça permet d'éviter que le patient se déplace, s'il ne peut pas se déplacer, ou que le médecin se déplace ou l'infirmière se déplace, mais ça permet aussi de véhiculer les données. Et donc là, ça apporte de la richesse. Il y a plusieurs exemples très simples. Un premier exemple qui est un peu le temps zéro de l'augmentation de la téléconsultation. D'ailleurs, nous, on l'appelle la téléconsultation augmentée, pardon, c'est quand, par exemple, vous êtes en pharmacie, vous avez des objets connectés et un médecin à distance. Donc là, le médecin, il est à distance, mais il bénéficie du transfert des données grâce aux objets connectés. Donc, ça augmente la capacité de faire un diagnostic à distance. Ça, c'est, je dirais, le temps zéro, c'est celui qui existe déjà. On a déjà des objets connectés en pharmacie, on a déjà des objets connectés par les infirmières qui se déplacent à domicile ou dans les EHPAD, qui permettent d'enrichir voilà, la connaissance et le diagnostic du médecin, pardon. Donc ça, c'est le temps zéro et ça, c'est quelque chose qui apporte vraiment de la valeur. Après, là où il y a vraiment une projection assez infinie et nous, opérateurs de télémédecine, on est vraiment un véhicule pour la diffusion des données. D'ailleurs, on l'a vu pendant la crise Covid, hein. C'est par exemple de pouvoir mettre en place des protocoles de télésurveillance des patients et donc de permettre que le patient transmette de la donnée à son médecin et que du coup le médecin reçoive des alertes et qu'il soit là au bon moment et qu'on n'attende pas la prochaine visite chez le médecin pour qu'il y ait une alerte. Et voilà, donc on améliore la qualité de vie du patient, ça c'est clair, puisqu'il peut rester à domicile tout en étant surveillé entre guillemets médicalement. Et puis ça permet aussi d'éviter des pertes de chance, ça permet aussi d'éviter des coûts aussi d'hospitalisation et autres. Et donc pour moi c'est vraiment ce qui va permettre d'ancrer les usages. Pour moi, télémédecine et IoT, objets connectés, c'est complètement interconnecté en fait et c'est exactement la même logique. Bon. Donc bientôt
Vous allez en distribuer, vous allez en proposer dans Ah oui, votre... c'est déjà le cas. Nous, chez MedDoctor, on n'a pas fait le choix de choisir un format plutôt qu'un autre, hein. Il y a des opérateurs qui sont très dans la cabine, dans le totem et autres. Nous, on pense qu'à chaque usage, il y a le bon dispositif. C'est-à-dire, enfin, déjà, intuitivement, la télésanté, c'est quand même la santé en mobilité. Donc déjà, nous, on est plutôt à favoriser des usages légers, hein, avec des objets connectés légers, parce que l'infirmière, elle ne va pas prendre son chariot pour aller à domicile. Et en revanche, quand ça fait du sens, d'aller sur des choses un tout petit peu plus installées. Donc, nous, chez MedDoctor, on n'a pas de religion, entre guillemets. On pense qu'à chaque cas d'usage va correspondre à un objet connecté plus ou moins pertinent. Donc voilà, mais c'est juste incontournable, c'est vraiment important. Et alors, l'avenir de l'avenir, au-delà des objets connectés, c'est que maintenant, il y a même des technologies qui permettent comme ça, juste en se voyant par un écran interposé, de mesurer les constantes. Donc ça, c'est encore plus puissant. On n'aura même plus besoin d'objets dans quelques temps. Et c'est des technologies qui existent. Là, typiquement, je pourrais lire ton rythme cardiaque, Lionel, juste par écran interposé. C'est des technologies qui existent. Elles ne sont pas encore dans les parcours, mais elles existent. Bon, je le fais régulièrement avec Anoura, il y a Bina aussi, la Voilà. startup israélienne. Donc, effectivement, c'est probablement l'avenir de tout ça. Marie-Laure Saillard, merci beaucoup. Merci Merci pour toutes ces informations, pour toutes ces précisions. Bonne fête à toi. Euh, également. Fais attention au Covid et puis j'espère à bientôt dans la vraie vie en 2021 quand on pourra ressortir et rebouger. Avec grand plaisir, Lionel. Merci pour ton invitation.